Voilà, mesdames, messieurs, merci pour votre présence et merci d'accueillir avec moi Frédéric Trimouille autour de son roman Les mots d'Esther et dans son exposition de peinture qui est directement liée avec son roman. Donc ça nous permettra d'établir un petit dialogue autour de l'écriture, autour de la peinture et autour surtout de la relation de la peinture et l'écriture. Relation qu'on aime particulièrement à l'Espace des Arts Plastiques, parce que c'est quand même, on a l'habitude d'accueillir des écrivains, et on a aussi l'habitude de travailler régulièrement aussi pendant le Festival international de géographie sur la littérature. Donc nous, on aime bien aussi le métissage des genres, et on croit aussi que le métissage permet aussi de développer chaque langage et permet aussi peut-être de créer quelquefois un nouveau langage. Voilà. Alors, Les mots d'Esther de Frédéric Trimouille. Donc, pour résumer, dans un décor méditerranéen, minéral et lumineux, Abel disparaît mystérieusement. Esther, sa femme, l'attendra devant la mer, elle le cherchera partout, elle traversera cette épreuve armée de ses trésors de son enfance, de la joie d'être au monde et des paroles dont elle s'est forgée. En fin de compte, c'est une histoire d'amour, c'est une histoire d'amour sans fin, c'est une histoire passionnée, passionnante et passionnée. Et je vais tout d'abord poser la question du paysage, du territoire. On est dans un paysage méditerranéen, dans un territoire méditerranéen. Pourquoi avoir choisi ce territoire, alors que, a priori, tu aurais pu aussi choisir le territoire vosgien, dont tu es issu. Pourquoi avoir choisi, pourquoi être allé au sud, quoi, pour écrire cette histoire? Alors, le sud. Ah, le sud, quand même. Mais on dirait pas ici, il y a de la lumière. Hein. Le sud, c'est la lumière. On m'entend là? Parce que moi, j'ai pas du tout l'impression. Oui, c'est parfait. Merci. C'est la lumière, évidemment. Et puis, la Méditerranée, c'est pas seulement la lumière, les paysages, les senteurs, enfin, tout ce que vous connaissez. C'est aussi une profondeur historique, mythologique, littéraire. C'est la Méditerranée de Camus aussi que j'aime. Alors bon, c'est la Méditerranée dans sa totalité, dans sa profondeur historique, je dirais presque archéologique, qui me touche. Et j'avais envie que ce livre soit... Tout peut se passer en Méditerranée. C'est aussi le lieu de la tragédie. Hein, c'est le lieu des tragédies antiques. Donc, j'avais envie d'un espace qui soit un espace à la fois où l'imaginaire puisse se déployer dans un certain merveilleux et en même temps où il puisse y avoir un drame et qui reste un peu abstrait. C'est-à-dire que ça reste, c'est l'espace dans lequel les choses peuvent se passer, un peu comme une scène. Oui, c'est ça. Voilà. C'est vraiment comme ça. Même quand voilà. tu dis archéologique, j'aime bien le terme parce qu'en fin de compte, dès le début du livre, on a en fin de compte, l'église, on a le parvis, on a la mer. C'est ça. Donc voilà. Et seulement après, l'espace va un petit peu s'élargir. Mais en fin de compte, on est vraiment sur ce lieu minéral, mais quand même méditerranéen. C'est ça, c'est ça. Donc c'est effectivement un espace total, hein, dans lequel il y aurait tout, dans lequel tout peut se produire. Voilà, ce que je peux dire sur la Méditerranée. Alors, je peux peut-être juste ajouter que quand j'ai commencé ce livre, je l'ai dit à mon vernissage, je me répète pour ceux qui étaient là, j'ai commencé ce livre dans mon jardin à Saint-Dié, par une canicule estivale assez horrible. Le jardin était jaune, j'avais une cheville en mauvais état, donc j'avais mal, j'étais pas bien, j'étais triste, j'étais inquiète avec un sentiment de vulnérabilité. Et un sentiment de vulnérabilité pour moi, parce que je vieillis, j'arrivais pas à marcher, donc voilà. Et puis pour le monde, parce que mes Vosges, je reconnaissais pas bien mes Vosges, qui étaient toutes jaunes. Donc il y avait cette espèce
de besoin de me transporter ailleurs, dans un lieu où la lumière est à sa place. Comme si, voilà. Et la lumière étant à sa place, est-ce que c'est pas justement sous cette lumière qui sont, enfin la lumière sous la pureté de la lumière méditerranéenne que peuvent se passer les plus grandes tragédies? C'est un peu la question que je pose, et on retrouve ça effectivement on retrouve quand même ça dans ce livre, parce que c'est aussi l'histoire d'une cité, c'est aussi l'histoire de la cité qui s'appelle Cita, c'est ça? Et donc cette tragédie, cette sécheresse, on la retrouve dans ton livre. C'est la grande sécheresse. Oui. C'est quand même elle qui déclenche tout. Oui. Et oui, il y a une catastrophe climatique qui est évidemment une allégorie de ce qui nous pend au nez. Et en même temps, c'est une utopie, hein, puisque à un moment donné, pouf, il y a 3 petits brins d'herbe et puis il se passe quelque chose. Bon, voilà. Et j'avais besoin de situer le personnage quand même dans un monde avec son histoire, et donc il y a une catastrophe écologique et une catastrophe politique, puisqu'il y a une dictature qui se met en place. Et c'est la même chose, la dictature, c'est une allégorie de dictature, parce qu'elle est quasiment abstraite. Il y a tous les éléments nécessaires à la production de cette horreur, mais elle n'est pas située historiquement. Elle reste. C'est un prototype, si j'ose dire. C'est un prototype de dictature. Voilà. C'est juste parce que le monde, c'est aussi. Il y a un lien très fort avec la nature, mais le monde, c'est aussi un environnement collectif, un environnement politique. Et voilà, il fallait il me fallait cette présence-là pour essayer pour tenter de dessiner un univers total qui englobe. Voilà. Oui, alors un univers total, mais en fin de compte, quand on démarre, on est complètement centré sur Esther, et c'est ça qui est assez, qui donne beaucoup d'énergie aussi à ce travail, c'est que en fin de compte, la rupture est violente. Dans une situation banale, on va dire. C'est une promenade. C'est ça. Voilà, c'est une promenade et une promenade sans retour pour Abel, quoi. C'est ça. Et donc, oui, il y a une brutalité. Oui. Là, c'est assez drôle parce que j'ai planté Esther. Il me fallait une vieille dame qui avait tout traversé pour me réconforter. Et elle avait tout traversé, mais elle était là plantée dans un décor, donc le décor méditerranéen, et c'était un tableau. C'était un peu, il y avait une espèce de, je l'ai plantée dans son décor. C'est un tableau parce que les lumières sont très importantes. C'est d'abord des lumières. Voilà, donc, mais il y avait une certaine fixité de l'image. Bon. Et puis je sentais bien le personnage, je sentais bien son lien avec le monde, avec la nature. Ça, c'était très fort dès le départ. C'est ça qui m'a guidée. Et puis, mais je me disais, mais il faut quand même qu'il lui arrive quelque chose. Oui, c'est ça. Elle ne peut pas seulement avoir traversé l'histoire avec un grand H. Oui. Il faut qu'elle ait un destin personnel. Bon. Et je me souviens, au petit déjeuner, j'en ai parlé à mon mari qui m'a dit, elle a un mari? Alors, je n'y avais pas pensé. Et il dit, oui, mais bon, et alors, puis t'as qu'à le faire disparaître. Je lui ai dit, écoute, c'est pas un polar, Et puis ça a fait son chemin. Et je me suis dit que cette disparition, qu'une disparition, ça a du sens, surtout dans l'espace que j'ai créé, évidemment. Un sens à la fois psychologique, spirituel, politique, ça pouvait avoir beaucoup de sens. Oui, voilà. Mais puis quand même par rapport au fascisme qui se met en place, enfin la dictature qui se met en place, ça a beaucoup de sens parce que c'est une dictature qui fonctionne sur le silence, comme fonctionnent les meilleures dictatures, je dirais presque. C'est-à-dire que c'est vraiment tout est dans le silence. Tout est dans la disparition, en fin de compte.
Et on n'a que quelques petits éléments dans le livre qui vont revenir de cette dictature, en particulier l'ami poète, en fin de compte, parce qu'il y a aussi une liaison avec la poésie, l'ami poète, l'ami de toujours, qui en fin de compte revient sur cette cité, mais dans quel état? Détruit. Oui. Détruit, totalement détruit. Oui, bah, c'est une histoire de mots. Hein. En fait, c'est tout ce qu'on a dit jusqu'à présent est effectivement important, mais c'est aussi c'est beaucoup une histoire de mots, c'est-à-dire que bah, y a mes mots en tant que narrateur, hein, en italique, au début de chaque, de chaque chapitre où je dessine Esther dans le lieu dans lequel elle est au début de chaque chapitre, la vieille Esther. Oui, parce que la vieille Esther qui est toujours, quand même c'est la vieille Esther qui revisite son amour, voilà. Tout le temps son amour, et qui revisite son amour avec ses... Elle revisite sa vie, elle revisite son amour avec les moments différents de sa vie. On verra aussi, après on en reviendra à travers les petits-enfants et tout ça. Donc de toute façon, c'est une relecture complète de sa vie. Voilà. C'est ça. Et elle a des mots pour dire tout ça. Et elle s'adresse à elle-même en se racontant, y compris son enfance. Et elle se dit tu. Elle dit pas je. Oui. Pour moi, c'était important parce qu'il y a un déplacement. C'est pas un jeu. C'est des parties d'elle-même qui reviennent comme ça, mais c'est des morceaux d'elle-même. C'est un peu insu. C'est à l'insu d'elle-même. Ça marche. Donc, avec son âge aussi peut-être. Ça marche avec son âge, tout à fait. Elle a oublié. Il y a des petits bouts qui reviennent. Et puis il y a quand même une chronologie, même si c'est intemporel. Cette histoire, on est comme dans une forme. On a quand même une forme de chronologie. Absolument. Ouais. Et puis, alors elle a ses mots. Après, il y a les mots d'Abel. Bon. Ouais. Alors ça, oui, les mots d'Abel, c'est toute une histoire. C'est autre chose parce que c'est des carnets. Là, ce sont des mots écrits, ce sont des choses posées. Et puis, tu as raison, il y a les mots de la langue de bois. Ah oui. Il y a les mots de la catastrophe climatique où il n'y a pas de mots, justement. À un moment, je dis, on l'a appelée la grande sécheresse, mais après, bien après, parce qu'on ne pouvait pas désigner ce qui se passait. D'ailleurs, on ne se parlait plus parce que c'était la fin du monde, donc de quoi parler? On ne peut pas parler de la fin du monde, on ne peut pas parler d'autre chose que de la fin du monde, donc on ne parle plus. Donc c'est après qu'on a pu retrouver des mots pour désigner. Et c'est là qu'on revient sur le silence. Ça me faisait penser aussi un petit peu à la pandémie qu'on a vécue. C'est-à-dire que dès qu'il y a quelque chose d'exceptionnel, on va dire, qui arrive, mais c'est un peu, on le voit bien aussi dans ce livre, c'est le renfermement complet du village, enfin de la petite ville, du village, des personnes. Donc c'est la grande sécheresse, effectivement, mais c'est l'abandon complet de liens sociaux. On est juste dans le regard de l'autre, voilà, et il ne se passe plus grand-chose, quoi. Oui. Ouais. Et c'est juste un contexte pour enfin, comment dire, l'important c'est les mots. Je veux dire, c'est pas l'histoire d'une catastrophe climatique. Non, on est bien d'accord. C'est pas l'histoire d'une dictature. C'est un paysage. Oui. C'est un décor. C'est d'abord. Alors, je viendrai après au niveau de l'écriture, sur le choix on peut en parler tout de suite puisque tu en parles sur le choix de l'écriture. Effectivement, l'important c'est les mots et l'important c'est peut-être sont d'abord peut-être les descriptions du paysage. Et de se laisser complètement immerger dans ces mots, dans la description du paysage qui, lui, tout doucement, va nous irriguer, va nous plonger dans cette histoire, en dehors même de la chronologie de l'histoire. C'est-à-dire que il y a plusieurs façons de lire un roman. Et d'ailleurs, je ne sais pas si on doit l'appeler roman. Non, c'est toujours la question. C'est toujours la question du roman, c'est toujours la question du récit, c'est toujours la question de savoir à quel moment on passe du roman au récit ou du récit à la poésie, parce que là on est quand même dans une structuration qui est quand même pas loin d'une structuration quelquefois poétique, parce que il faut, je dirais, déguster les mots, les déguster comme ils viennent, avec souvent des phrases, des descriptions très longues, avec des choses comme ça, mais c'est justement se laisser complètement immerger dans la matière même du texte, et c'est ça qui donne au-delà de ce qui se passe effectivement, qui donne véritablement l'histoire. Oui, je te remercie de dire ça parce que c'est vrai que l'histoire, pour moi, c'est quelque chose,
c'est quelque chose qui porte mon plaisir de jouer avec les mots. C'est pas, finalement, c'est pas le plus important. Mais il faut qu'elle existe. Et j'aime les histoires, et j'aime les récits, et je dirais que j'aime les fables presque, et les tragédies, et les bon. Le lien des personnages au monde, en fait, dans lequel ils sont placés, c'est ce qui m'importe le plus. Peut-être pour ça d'ailleurs que... Oui. Bon, voilà. Ouais, bah, je voulais y venir sur la matière, parce qu'effectivement... Sur la matière, parce effectivement. que tu utilises quand je parle de langage qui est presque poétique et de matière mot, matière littéraire, tu l'utilises presque comme on utilise une matière plastique, on va dire. Enfin, une matière picturale. Peut-être, oui. C'est-à-dire que c'est d'abord l'importance de cette matière et l'importance de la nuance de cette matière qui construit le récit ou le roman, quoi. C'est ça. C'est ce que j'appelle la petite musique de dans dehors. C'est le personnage, il est placé, elle est assise sur un rocher devant la mer et elle a des sensations. On est vraiment dans ce que ressent son corps et à partir de là, il se passe des choses dans son monde. Plus ça va, plus ça entre en elle, et plus son monde intérieur est sollicité, et plus les souvenirs remontent, etc. Mais ils remontent, d'ailleurs, la mémoire, les souvenirs qu'elle raconte sont toujours accrochés à une expérience sensorielle au présent. C'est-à-dire qu'il y a toujours, si elle est dans la pinède, elle n'a pas les mêmes souvenirs, il ne se passe pas la même chose que si elle est au bord de la mer. Il y a quelque chose dans la mémoire, évidemment. La mémoire remonte avec cette inscription du corps dans la nature. Oui, c'est ça. Donc, et on le voit particulièrement quand elle rencontre son amie d'enfance, par exemple, Anna. Oui, tout à fait. Donc on est là dans une promenade, et en fin de compte elle la rencontre, parce qu'il y a ce déplacement dans la montagne aussi, il y a ce déplacement. La marche, voilà, je vous parlais justement de la marche et du déplacement aussi. Oui, absolument. Je ne suis pas une grande montagnarde ni une grande marcheuse, mais j'ai vraiment comment dire, le rythme de la marche, c'est banal, hein, mais le rythme de la marche et le rythme de la pensée sont pour moi tellement articulés qu'il fallait en plus qu'elle se cogne à la montagne. Parce que, bon, oui, parce que c'est ça. C'est aussi une traversée, c'est un effort. Ça lui donne un point de vue. C'est un point de vue, absolument. Absolument, c'est un autre point de vue. C'est un autre point de vue. C'est un autre point de vue, c'est vrai. Ces histoires de montagne. Oui, c'est ça, ces histoires de montagne. Mais oui, c'est un autre point de vue. Parce qu'elle ne pourrait pas rentrer dans ce dialogue-là sans se confronter à la marche et à la montagne et sans s'élever sur la montagne. Parce que je ne veux pas dévoiler le fin du livre, mais c'est super, c'est très important quand même. Oui, c'est très important. C'est très important pour voir loin de l'autre côté. De voir loin de l'autre côté. Oui, c'est vrai. Et bon, mais encore une fois, ce qui m'a un petit peu... là où j'ai eu le sentiment que peut-être j'étais en train d'écrire un livre, c'est à partir du moment où j'ai cru sentir que les mots avaient leur poids et que c'était vraiment... Je décris à un moment donné, il y a quelques pages sur les mots justement qui ont été lues par Lire et Dire au vernissage, où elle parle des mots qui lui ont été donnés par sa mère, qui sont le soubassement du langage, qui sont à peine des mots, qui sont des mots étrangers en plus, puisque sa mère est d'origine étrangère, dont elle ne connaît pas obligatoirement le sens, mais qui l'ont bercée, qui sont voilà, ce sur quoi elle s'appuie. Et puis il y a les mots du père, qui sont les poutres de la maison, qui lui ont permis d'avoir en fait de se déployer dans un lien social en fait.
Enfin, il y a toutes sortes de mots. Il y a les mots du poète, il y a les mots d'Hyacinthe. Il y a les mots du poète, et il y a les mots d'Hyacinthe. Et il y a les mots d'Hyacinthe. Alors justement, ces personnages d'Hyacinthe, ces personnages de Hyacinthe, le personnage de poète s'appelle Samuel. Samuel, c'est ça, Samuel. Comment ils sont arrivés, comment ces personnages, c'est comme des personnages très importants. Mais ce ne sont pas des personnages directement liés à sa famille, puisque voilà. Je sais pas. Ouais. Ils sont arrivés là comme je sais pas. Ils sont arrivés. Mais comment ils arrivent là, ces personnages? Ils sont arrivés. C'est toujours intéressant de savoir comment des personnages arrivent dans un. C'est-à-dire que oui. Sans doute, j'ai eu besoin qu'il y ait un morceau vivant dans cette cité qui est en train de mourir. Il y a quelque chose qui résiste. Oui, voilà. Et la chose qui résiste, c'est le poète, c'est les mots. Voilà. En gros, c'est ça. Hein. Oui. Donc j'ai eu besoin, bon, sinon je m'arrêtais là. Hein. Donc il fallait que quelque chose résiste, et ce quelque chose, c'est la poésie, c'est justement le mot qui est situé, qui est déplacé, qui est ouvert. Oui, qui est ouvert. Et qui fait, en fin de compte, qui fait véritablement le contrebalancement de l'utilisation du langage et des mots par ces fameuses chemises noires, par ces fascistes aussi. Voilà. Parce que eux, et là on le voit bien dans les carnets, quand on aura une lecture des carnets d'Abel, en fin de compte, là on voit que l'utilisation, c'est une utilisation basique, destructive et qui est fermée et qui a qu'un seul but, c'est de détruire psychologiquement la personne, avec systématiquement les mêmes questions qui reviennent, enfin un travail qui relève de la torture avec les mots. Donc là on a les mots utilisés comme torture. C'est ça. Oui, les mots peuvent être complètement fermés sur eux-mêmes. Ils peuvent être aussi ouverts, et tellement ouverts dans le temps, et ouverts parce qu'ils ont une histoire, hein, ils ont une étymologie évidemment, et puis ils ont été prononcés des milliards de fois dans des bouches différentes, dans des contextes différents, ils sont vivants, et ils ont plusieurs sens, hein, si on se réfère à, enfin, sans référence religieuse particulière, mais on pense par exemple à la lecture talmudique où chaque mot se déploie dans une infinité de sens. Bon. Et la poésie, c'est sûrement ça, c'est d'ouvrir les mots, de les dépouiller de leur sens pragmatique, de leur sens, de leur fermeture, de la... Alors, j'ai préparé une petite lecture de Bachelard, ça dure 1 minute, je peux, sur les mots. On aime bien, moi j'aime bien Bachelard. Ouais. Voilà. C'est pas un poète, c'est un philosophe, mais c'est un philosophe qui aurait voulu être poète. Les mots, je l'imagine souvent, sont de petites maisons avec cave et grenier. Attends, excuse-moi, je vais... Voilà, parce que je vois qu'à moitié. Voilà. Alors, les mots, je l'imagine souvent, sont de petites maisons avec cave et grenier. Le sens commun séjourne au rez-de-chaussée, toujours prêt au commerce extérieur, de plein pied avec autrui, ce passant qui n'est jamais un rêveur. Monter l'escalier dans la main du mot, c'est de degré en degré s'abstraire. Descendre à la cave, c'est rêver, c'est se perdre dans les lointains couloirs d'une étymologie incertaine, c'est chercher dans les mots des trésors introuvables. Monter et descendre dans les mêmes mots, c'est la vie du poète. Monter trop haut, descendre trop bas est permis au poète, qui joint le terrestre à l'aérien. Seul le philosophe sera-t-il toujours condamné par ses pairs à vivre au rez-de-chaussée? Pauvre Bachelard. Ouais, c'est bien. C'est superbe allégorie, c'est les belles images, quoi. Et c'est dans quoi? C'est dans...
C'est pas vrai. Bon, on va C'est dans mon retrouver. carnet. C'est dans ton carnet. C'est dans mon carnet. On va retrouver. On retrouvera. Oui, cette histoire de. Ouais, voilà. On est vraiment sur cette histoire de. Ah, ouais, parce que moi, c'est effectivement très, très parlant, quoi. Ouais, Voilà, oui. voilà. Et puis dans le même, il y a les mots du lit de droite et du lit de gauche. Hein, Oui, à chaque fois. Et c'est Abel est prisonnier, donc il est dans sa cellule, il y a 2 lits. Et il y a un lit pour des vrais mots, et puis il y a le lit des interrogatoires. Et il y a le lit quand même, hein, c'est pas un hasard si le lit de droite est celui des vrais mots, c'est quand même c'est le cerveau droit. Hein. Et puis le lit des interrogatoires où les mots sont fermés, où on ne lui demande que des chiffres, que oui, c'est ça, des choses qui comment dire, autour desquelles on ne peut pas parler, justement. Voilà. Voilà, là, on parle autour d'un livre, on parle ensemble autour de quelque chose. On pourrait parler... Bon, oui. Et là, ça ferme, le lien. Ça ferme. Alors justement, cette histoire de lien, il y a un personnage comme dans ce livre, justement, qui est proche d'Abel et qui était proche d'Esther aussi. Et tu montres bien comment il glisse tout doucement vers le fascisme. Oui. Et je trouve... Attends. Ça y est, de qui tu parles? Ah, voilà. Voilà. Il faut que je retrouve, mais de mémoire, parce que ça, je n'ai pas pris sur les notes. Oui, il y a un personnage. Mathéo. Voilà, Mathéo. Comment Mathéo, qui était en fin de compte un ami d'enfance, enfin, je dirais une relation d'enfance, peut-être pas une relation d'amitié. Un copain. On va dire un copain qu'on connaissait, qu'on respectait. Voilà. Et comment il glisse tout doucement. Voilà. Et ça, c'est bien de montrer que. On peut glisser. Oui, c'est juste dire que voilà, c'est juste c'est une petite touche, Mathéo, pour dire le mal ordinaire, en fait. Oui, hein. Oui. Le mal ordinaire, le quotidien, voilà. Mathéo, c'est un brave garçon, un peu à l'école, un peu trop gros, un peu maladroit, un peu complexé, dont la mère qui est élevée tout seul par sa mère, qui arrête pas, qui le lâche pas, qui le harcèle, qui le harcèle, oui, voilà, et j'ai oublié, mais c'est le copain c'est le copain voisin d'Esther. Ils étaient à l'école ensemble. Et bon, depuis toujours, c'est son copain, quoi. Partage pas des choses extraordinaires, mais c'est son copain. Et puis bon, ils grandissent. Mathéo perd sa mère, il reste dans l'appartement de sa mère avec les napperons et tout le reste. Oui. Et enfin, on lui donne de l'importance, c'est-à-dire qu'il croise des milices qui lui proposent d'avoir un rôle. Et le rôle, il le fait très bien, parce que justement, il faut être discret, il faut avoir les yeux partout et être discret. Donc c'est parfait pour lui. Tout à fait. Et donc il a un rôle dans la vie. Et puis progressivement, voilà, il se rend compte que... Et Esther, effectivement, ça lui échappe. Mais c'est 3 pages dans le livre. Oui. Mais je voulais... je trouve qu'elles sont importantes. Elles sont parce que tu attaches beaucoup d'importance à la chose politique, à juste raison. Oui, bien sûr. Mais moi, c'était juste pour dire, c'est pas seulement des affreux méchants idiots. Il y a le terreau, quoi. On va chercher. Voilà, c'est tout proche. C'est toujours tout proche. On a ça en nous. Voilà. Alors pour les personnages, alors maintenant revenons un petit peu dans la famille. Alors Éole, non mais effectivement Éole qui est l'enfant, qui est la fille et qui n'a pas connu son père ou qui l'a connu 1 an ou 2. On a l'image d'Éole, 4 ans. Voilà, moi j'étais plus court. Donc voilà, mais on a surtout l'image d'Éole sur les épaules de son père, en train de se promener, en train de découvrir le paysage, en train de rentrer dans la mer, en train de prendre complètement possession de ce paysage, de vivre complètement ce paysage. Oui, Éole c'est le vent. Hein. Donc elle est née d'un mystère, puisque c'est le mystère. Elle grandit dans un mystère. Qui est donc la disparition de son père. Et donc, il y a
une difficulté d'ancrage. On sent que c'est un personnage qui flotte. C'est un personnage assez merveilleux, je trouve, mais qui flotte. Et sa mère, comme c'est dit à certains moments, ne peut pas. Il faudrait qu'elle rouvre son cœur, qu'elle rouvre son âme à cet enfant. Il y a quelque chose qui l'en empêche parce qu'il y a quelque chose comme une peur d'aimer. Après, dans le drame qu'elle vit, s'engager dans cet amour. Donc elle s'y engage à moitié. Donc l'enfant. Donc il y a tout un. Bon, après, il y a aussi, c'est la même chose, je navigue. Il y a des scènes dans lesquelles la peur d'aimer la quitte. Et tout d'un coup, elle prend Éole, elle prend Éole dans ses bras et Éole retrouve son berceau. Oui, c'est ça. Mais oui, c'est un personnage. C'est juste je sais pas en fait pourquoi. Tu vois, là tu m'interroges sur Éole et je m'aperçois que. Alors là vraiment, elle est née un peu. J'ai pas à mon insu. Il y a plein de choses qui sont passées à mon insu pour Éole. Je la d'ailleurs, elle est comme le vent, hein. J'arrive pas à l'attraper. C'est le vent, c'est l'eau, elle nage. Elle nage beaucoup, absolument. Un gros contact à la mer et tout ça. Absolument. C'est aussi une fuite du territoire. Absolument. Une fuite du monde, une fuite de la. C'est peut-être une façon d'aller essayer de retrouver le père aussi. Absolument, de disparaître aussi peut-être. De disparaître aussi, oui. Donc oui, c'est un personnage un peu abstrait justement, qui n'arrive pas à s'ancrer dans le monde et dans la vie sociale de Chita, et notamment par rapport à la famille de son père, qui elle est très ancrée, est une vieille famille. Elle fuit. Elle ne peut pas être ancrée. Elle ne peut pas être ancrée, effectivement. Mais elle aura une fille qui s'appelle Gaïa, et qui elle, Gaïa, comme vous, hein, voilà, elle est dans le, elle est ancrée, elle, dans le territoire. Oui, complètement. Elle s'appelle Gaïa. Voilà, elle s'appelle Gaïa. Voilà, c'est un peu. Oui. C'est. Voilà. Est-ce qu'il y a quand même une forme de résilience dans cette histoire, en fin de compte? Oui, quand même. Oui, bien sûr. Parce que dans cette histoire dramatique. Oui, bien sûr. Oui, bien sûr. Il y a plusieurs. En fait, c'est une lectrice qui m'a dit ça. J'ai trouvé que c'était vraiment. Je n'y avais pas pensé. Je n'y aurais pas pensé toute seule, comme souvent. On peut lire l'histoire, c'est une aventure. Hein, il y a une disparition, et puis il y a un mystère, il y a un contexte historique, et puis il y a un deuxième angle, je dis pas niveau parce que je les place pas comme ça, une deuxième façon de lire qui est plus psychologique, puisque les deux personnages principaux, Abel et Esther, traversent leur enfance, qui sont des enfances à la fois belles et en même temps inquiètes. Donc ils traversent leur enfance, ils revisitent leur enfance, ils réexplorent leur enfance. Donc il y a un aspect, psychothérapie. Je ne suis pas psychothérapeute pour rien, quand même, il y a quelque chose là de bon. Et puis il y a un aspect plus spirituel. Et peut-être spirituel au sens, je ne sais pas dans quel sens d'ailleurs, hein, pas au sens de religieux, mais dans un sens d'une réconciliation avec le monde et avec soi-même, et puis avec une certaine, avec les mots aussi, hein, avec le langage. Voilà. Donc il y a et dans les trois cas, il y a quelque chose de résilient. Mais surtout dans le dernier, c'est évident que quand même, voilà. Ça, on n'ira pas plus. On n'ira pas plus. Alors justement, pour revenir un petit peu sur parler du langage et des mots, et puis glisser un petit peu sur la peinture, comment tu fonctionnes au niveau de l'écriture? Est-ce que tu fonctionnes et par rapport aux mots, est-ce que tu es sur
un jet direct, on y va, ou alors il y a une grande réécriture, un grand choix de mots, voilà, sur la précision, sur le choix. Ouais. Oui, non, j'écris lentement. Je suis pas du tout capable de me jeter à l'eau et d'écrire 3 pages. Pas du tout, ça marche pas du tout comme ça. C'est lent, c'est une imprégnation, c'est lent, c'est difficile. Enfin, c'est difficile, non, parce que c'est pas une souffrance, c'est un grand plaisir. Oui, c'est pas forcément. C'est pas une souffrance, ça se fait pas dans la souffrance. Hein, c'est un grand plaisir, mais c'est lent parce que faut trouver effectivement la phrase, le mot qui correspond à une sensation à un moment donné. Et c'est pas si simple. Et c'est pas si simple. Et ce qui est compliqué, je trouve que pour moi l'écriture, ça reste compliqué. Je crois que je suis pas la seule à trouver que c'est compliqué, mais au sens où il y a à la fois une préoccupation du présent, c'est-à-dire qu'est-ce que mon personnage et à travers moi, qu'est-ce que je ressens au moment où j'écris ces lignes, qui doit passer. Hein. Oui, parce que c'est forcément quelque part un peu autobiographique. Oui, mais c'est compliqué. Il y a ses propres sensations, ça c'est le présent. Et puis il y a quand même le fil du récit. Oui, qu'il faut tenir. Et qu'il faut tenir. Donc, et le fil tenir les deux, en fait, c'est compliqué. Et là, en ce sens-là, je me sens plus libre en peinture, parce qu'en peinture, je ne me préoccupe pas de est-ce qu'ils vont comprendre. Oui, parce que c'est ça, parce que la peinture et le langage, je sais pas comment dire, le langage même, c'est-à-dire que c'est ça, c'est le langage même. Donc tu te préoccupes pas de ça, alors qu'effectivement, même si on a l'impression que les mots les mots que normalement on maîtrise depuis tout petit, donc avec lesquels on a beaucoup d'affinités, on s'aperçoit que cette matière-là, elle n'est pas si on la maîtrise pas tant que ça, et on la maîtrise pas tant que ça, et en tout cas on n'arrive pas à la modeler comme on voudrait forcément la modeler pour que ça donne ce qu'on voudrait que ça donne. Voilà, c'est exactement ça. C'est assez compliqué. Et tenir le fil du récit, je trouve que c'est difficile. Et tenir, en fait, on m'a dit, j'ai donné mon livre à une amie qui m'a dit c'est bien, mais il faut que tu refasses tout. C'est souvent comme ça, on en parlait tout à l'heure. C'est souvent comme ça. Et quelqu'un d'autre m'a dit il faut tenir la main du lecteur. Alors je ne sais pas si j'ai tenu la main du lecteur, mais en tout cas cette préoccupation-là, je peux pas m'amuser à partir, ou alors j'écris un livre de poésie, ce qui est mon horizon, mon fantasme, mais bon là je suis pas encore, ça viendra dans une autre vie, je serai complètement libre des mots, je serai complètement libre avec les mots, et je me préoccuperai pas d'être comprise. Mais là non, Oui, parce que tu es quand même dans un récit, tu es quand même dans un roman, donc de toute façon on n'a pas le choix. Absolument. De toute façon on n'a pas le choix. Absolument. Voilà. Donc c'est du coup. Alors la poésie serait le langage des mots qui rapprocherait le plus de la peinture. Absolument. Mais la peinture, elle peut aussi quelquefois être narrative. Alors, oui. Non, mais moi je voudrais écrire des livres abstraits en fait. C'est compliqué. Faites de la peinture narrative. Faites de la peinture narrative, parce que j'ai l'impression qu'il y a le couple là qui n'arrête pas de fonctionner dans un sens et dans l'autre. Donc effectivement, oui. Oui, c'est ça. Voilà. Et en plus, l'écriture s'inscrit dans le temps. C'était aussi bête que ça. Et c'est pareil, il y a quelqu'un qui me disait c'est bien d'écrire un livre, mais c'est comme faire une plaisanterie et savoir si elle est drôle 3 ans après. Et attendre 3 ans pour savoir si elle est drôle. Bon, il y a une inscription. Alors, il y a le temps de l'écriture, il y a le temps de la lecture, il y a le temps je ne parle pas de la publication, il y a le temps de la lecture des autres. Enfin, bon. Et c'est un objet, moi, c'est un objet très mystérieux, un livre. Je le regarde, j'ai beau le connaître un peu, je ne sais toujours pas ce qu'il y a dedans. C'est-à-dire que. Je ne sais même plus qui l'a fait. Il n'y a pas ce rapport pour saisir un livre, il faut prendre le temps de le lire. Il n'y a pas ce rapport direct qu'on a à un tableau.
il est dans l'espace, il n'est pas dans le temps, il est dans l'espace. Après, on peut me dire, oui, mais le Il faut tableau, le c'est un, lire et tout ça. c'est un oui, processus, gna, gna, Oui, oui, mais oui. n'empêche qu'il est là, le tableau. Hein. Oui. Là, le livre, Oui. il a une jolie couverture à laquelle je tiens beaucoup, mais ça ne suffit pas à... Oui, il reste un élément complètement abstrait. quoi. Absolument, complètement. Mais en même temps, comme dit Abdelkader, une fois qu'une histoire est écrite et une fois qu'elle est arrivée comme ça, cette histoire-là, par rapport au temps, elle est posée, quoi. Elle sera toujours, Oui, voilà, posée, voilà. c'est Alors moi, satisfaisant. voilà, il y a quand même quelque chose comme Ah ça. oui, Ouais, ah oui, effectivement. ah oui, c'est satisfaisant. Et si on doit courir peut-être après quelque chose en travaillant la littérature, c'est peut-être tout simplement que ça soit là, Oui, posé c'est à ce ça. moment-là, et inscrit. Et C'est inscrit. ça, Ouais, inscrit. Ouais. Oui, écrit, inscrit. inscrit. Oui, écrit, oui, voilà. oui, 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 absolument. C'est un immense plaisir. Ouais. C'est un immense plaisir de... Bon, moi, je disais à Emmanuel tout à l'heure que je suis ravie de ce moment et je le prends au présent. Et je sais que aussi, quelque part, il va me libérer d'Esther pour pouvoir aller ailleurs, parce que pour l'instant, elle m'encombre un tout petit peu. Elle commence à m'encombrer un tout petit peu. Et c'est parce que, voilà, c'est passer à autre chose. Et bon, mais il fallait fallait sans doute qu'elle existe. Bon, voilà. Bon, voilà. Et dans la construction, est-ce que la construction de ce roman, c'est une idée de base et après est-ce qu'elle est aléatoire en fonction de l'écriture ou alors est-ce que je pense que je serais plus sur ça plutôt qu'une construction complètement faite sur tableur comme certains. C'est pas du tout construit d'avance. Voilà. Au point que j'ai tendance à faire des tableaux successifs. Oui, bien sûr. Ouais. Et je ne sais pas où je vais. Ouais. Et là, on revient sur ton idée de prendre le lecteur par la main. Mais voilà. en même temps, prendre le lecteur par la main, on sait que dans les techniques d'écriture, quand on travaille un peu l'écriture, on sait que, bon, certains pourraient te dire, effectivement, tu parles de ça, écoute, toutes les 10 pages, un truc, tu me rappelles ce qu'il y a sur le chapitre d'avant, par une petite phrase, un truc, c'est ça, tenir le lecteur par la main. Pas trop quand même. Mais pas trop quand même, parce que quelquefois, faut ça lui devient lâcher lourd. la main. Voilà. Alors, il faut aussi faire confiance au lecteur. Absolument. À un moment. Et c'est ça, c'est un débat que j'ai eu aussi, dire, mais et faire confiance à un lecteur et faire confiance à la mémoire du lecteur, qui lui est capable aussi de refaire les accroches pour que ça fonctionne bien. Mais quelquefois, effectivement, quand même dans ton livre, dans les premières pages, tu as remis quand même toute la vie d'Esther et tu as remis l'arbre généalogique d'Esther en première page, justement. C'est la même amie qui m'a dit. Voilà, justement pour réaccrocher. Parce que c'est compliqué, c'est effectivement toujours compliqué. C'est pas, voilà. Et pour moi, c'est une histoire toute simple parce que je la connais par cœur. Et beaucoup de gens m'ont dit que c'était très foisonnant, qu'il y avait beaucoup de personnages. Parce que c'est la matière même qui est foisonnante aussi. Et moi, je me rends absolument pas compte de ça. Bon, donc effectivement, il faut. Je crois que j'aime bien le mot de Matisse qui disait que. Je sais pas si ça s'applique à ça, mais il disait que il fait de la figuration abstraite. Hein, Matisse. Bon, donc c'est génial. Oui. C'est un de mes géants. Et il disait qu'il n'aimait pas que les gens aient à s'interroger sur ce qu'il avait peint. Se pose la question, qu'est-ce que c'est? Parce que s'ils se posaient la question, qu'est-ce que c'est, ça les empêchait de voir le tableau. Donc il fallait une clarté. Il faut qu'il soit évident. Voilà. Il y a une nécessité d'évidence. Et je trouve que c'est pas mal, cette idée de clarté. Et en même temps, écrire, peindre, hein, c'est toujours ouvrir des questions sans réponse, évidemment. Oui. Mais bon, j'aime bien l'idée de la clarté. Je ne sais pas si j'ai réussi à être clair pour certains, oui, pour d'autres, pas du tout. Pour d'autres, pas du tout. Mais c'est vrai que quand je disais tout à l'heure qu'il y a aussi des façons de lire. Et que pour lire ce roman, il faut peut-être pas y aller comme avec une lecture traditionnelle, linéaire, tu vois,
chronologique, linéaire, une lecture habituelle en disant il faut que ça se développe et puis je vais suivre ce qui se développe. C'est d'abord de se mettre en position de lire en dégustation. Tu vois, c'est pas la même position. Non, Pas la même position. C'est-à-dire que volontairement, se laisser immerger dans le texte et se laisser porter dans les mots, et puis les choses viennent et les choses se construisent. Et on comprend les choses. Et c'est peut-être là qu'on se rapproche le plus de ta façon d'écrire ou de ta pensée. Voilà, c'est ce que j'espère. Voilà, Merci. voilà. Alors, on est immergé, et là c'est bien aussi parce qu'on est complètement immergé dans l'expo, et au regard de ce livre, l'immersion est parfaite dans le sens où on peut avoir quelquefois dans les noirs qu'on a là-bas, que j'ai en face et tout ça, et dans la force du geste, peut-être la violence des passages noirs, on va dire, la violence la violence de ces chemises noires et du drame, comme on peut avoir, on parlait de la pureté, du silence, le tableau qu'il y a derrière toi, on parlait d'Éole, de cette façon de peut-être se projeter comme ça dans un infini, de rentrer complètement dans la matière, de rentrer dans la lumière. Donc on a tout ce travail-là qui est, quand on a lu le livre, on a le développement, on voit bien qu'il y a quelque chose d'intime entre le mot et le pigment et la peinture. À mon insu. Oui. À mon insu. Je crois que c'est vraiment... à aucun moment ça n'a été intentionnel. C'est-à-dire que, je l'ai déjà dit au vernissage, j'écrivais, je peignais, et c'est vraiment plus tard qu'en regardant mes tableaux, je me suis dit, mais bon, c'est l'univers du livre. Voilà. C'est l'univers, ce qui était quand même assez logique. Hein. Je veux dire, je suis la même personne, et ça en même temps. Mais moi, ça m'a beaucoup étonnée, parce que jusqu'à présent, c'était deux choses très, très séparées en moi, en fait. Je croyais que c'était séparé en moi. Et tu passes facilement d'un langage à l'autre? Dans la même journée, dans le même... Oui, enfin, non. J'arrive rarement à faire les deux dans la même journée, mais c'est plutôt une question de force. Mais sinon, au point de vue état d'esprit, oui, c'est pas opposé. Non, du tout. D'accord. Parce que moi, ça m'arrive d'écrire quand ça sèche. Quand la peinture sèche. Tu vois, je veux dire, c'est pour ça que je dis, tu vois, c'est en train de sécher. Tu vois, je pense. Non, quand même, c'était assez séparé. L'activité, le bouquin, c'était à la maison. L'atelier, c'est l'atelier. Donc, pour moi, c'était séparé. Et quand j'écris, j'ai pas les tableaux sous le nez. Donc, pour moi, c'était deux univers séparés. Et à un moment donné, je me suis dit, tiens, on dirait que ça se parle. Et ça m'a été confirmé. Je l'ai montré à des gens. J'aurais dit, mais voilà, je mets ces mots-là. Est-ce que c'est moi seulement moi, le lien, ou est-ce que c'est un lien que les autres peuvent ressentir? Et on m'a confirmé que c'était un lien qui pouvait être ressenti. Donc voilà, j'ai fait cette proposition à l'espace des arts plastiques de Saint-Dié-des-Vosges. Oui, c'est bien. Nous, on aime bien ce genre de proposition. Et qui a accueilli Esther à bras ouverts. Voilà. Donc, oui, je crois que quand tu me dis est-ce que je peux faire les deux, de toute façon, c'est quand même le même mouvement finalement. C'est un mouvement qui consiste à, t'es dans le connu, tu t'ennuies, ou ça pèse. Oui, c'est comme ça, tu dis cherches, ça pèse, oui, c'est ça. Ça pèse, le monde pèse. Le monde donc c'est une réponse, à ta lecture au monde, enfin à ce que tu subis du monde ou à ta lecture du monde. Voilà. Et donc je me déplace dans ma lecture du monde justement, en transformant, si possible, le connu en inconnu. C'est-à-dire qu'en essayant de me déciler
de me dire, ben non, cette pomme, oui, elle est là depuis hier, mais si je la déplace un peu dans la lumière, elle devient un objet... le banal en poésie. Voilà. Ouais. Donc, ça, c'est très important, ce mouvement-là, et c'est un mouvement d'enfant. Hein. Oui, alors je crois que véritablement, et on le sent bien dans ton livre, à travers Réol, à travers les petits-enfants, c'est un mouvement d'enfant d'être capable de rêver de rien. Oui, à partir de rien. À partir de rien. De rêver à partir de rien. De produire du rêve à partir de rien. C'est ça. Ouais. Et oui, c'est ça. C'est vraiment de produire, de reproduire l'étonnement de l'enfant, en fait, devant le monde. Et un certain émerveillement. De le rechercher, d'aller le chercher. Et donc, il y a un étonnement devant une couleur, devant une surface, devant un geste, devant un bon. Donc, ça donne de la peinture. Puis, il y a un étonnement devant un mot. On dit, tiens, qu'on déshabille, qu'on dit, ah tiens, mais il a plusieurs sens, je peux l'utiliser tel et tel. Il y a un étonnement. Ouais. Voilà. Ça marche comme ça. Si je ne peux pas être étonné, oui, il n'y a pas trop d'intérêt à vivre. ça va pas trop. Voilà. C'est non, mais c'est bien parce produire que du vivant. Ouais, mais c'est Donc, intéressant. le même mouvement. Ouais, c'est intéressant ce que tu dis parce que ça Bien sûr que c'est intéressant. Ça nous intéresse aussi beaucoup d'être dans le processus de création. Je crois qu'il y a beaucoup de gens qui se posent aussi des questions sur le processus de création et que le processus de création, comment il nous habite, comment ce processus-là il est intérieur et comment ce processus-là il nous constitue en fin de compte. Et c'est d'être et comment quelquefois on se force même à être plus curieux qu'on ne l'est et à chercher et à rester curieux. Oui. Après, je pense que c'est pas l'apanage des artistes. Non. C'est la vie, quoi. Voilà. Je pense vraiment qu'on peut avoir ces mêmes mouvements vivants, tout simplement. Oui, c'est tout simplement vivant, être curieux. Voilà. Avoir un regard ouvert. Voilà, c'est porter son regard, c'est un regard, une écoute, enfin nos sens. Être curieux, c'est toujours stimuler totalement nos sens. C'est ça. Je peux peut-être passer la parole au public s'il y a des questions. Je voulais savoir, qu'est-ce qui vous vient en premier? C'est la peinture ou les mots? Les deux. Les deux, pardon. Non, sincèrement, je peux pas répondre. Franchement, là en l'occurrence, c'est venu, les deux sont venus, étaient là en même temps. J'ai découvert leur lien après, mais peut-être quand même que, et encore non. J'ai quand même une familiarité plus ancienne avec la peinture. Je suis peut-être plus libre encore en peinture, ce que je t'ai expliqué tout à l'heure. Et donc, parce que je peux vraiment jouer comme un bébé dans un bac à sable avec de la peinture, avec des mots. Et je devrais pouvoir, hein, parce qu'on doit pouvoir écrire de la poésie, mais c'est pas le cas. Ça, je crois que est-ce que c'est pas une question d'éducation? C'est-à-dire que ton éducation picturale, tu l'es construite, tu te l'es faite, et que l'éducation, entre guillemets, au niveau du langage, on t'a imposé tellement d'éléments sur ce langage-là qu'il faut tellement de temps pour le déconstruire, le dépouiller, pour revenir à la possibilité de jouer véritablement. L'écrit, c'est l'école. Hein. Parce qu'on ne va pas t'autoriser à délirer même dans une assemblée avec des mots. Tu vas arriver dans une assemblée, tu vas te dire, bon, ok, un peu allume, quoi. Mais on t'autorise pas ça. Non, alors qu'on pourrait, le mot, on pourrait... Le mot, il a une consistance, le mot, il a une matière, il a plein de choses. On pourrait avoir le droit de le projeter. Les seuls mots qu'on voit projeter dans la rue, c'est quand c'est un ivrogne qui s'explose ou quand on s'engueule. Mais on devrait pouvoir projeter comme ça, pouvoir projeter des mots de beauté, d'amour, comme ça. Oui, mais tiens, là, l'écrit, c'est l'école, je vais avoir une mauvaise note. Hein. Ouais. Il faut quand même... il y a plus de contrôle. Hein, voilà. Il y a plus de contrôle. Donc, bon, voilà, je ne sais pas si je vous ai répondu. Je veux savoir combien de temps, c'est difficile, vous vivez dans cet univers d'Esther. Il y a l'écriture et la peinture.
toutes ces toiles ont trait à l'univers d'Esther, tout ce qui est exposé ici. Oui. Donc, je ne vous demande pas des dates précises, mais je veux dire, Non. en durée, c'est quelques années. Je suis nulle en date. Je suis nulle en date. Mais je dirais que Esther m'aura habité 3 bonnes années entre le début du livre, le fait que j'ai peint en même temps, qu'à un moment donné, voilà, oui, 3 ans. Et puis je l'ai un peu lâchée. Et puis elle est née à nouveau grâce à cette exposition, parce qu'en fait, alors le livre il est sorti en juillet 21. Oui, vas-y. Les tableaux ils ont été faits il est sorti oui, en juillet 21, donc j'ai fini de l'écrire bien avant. Et les tableaux en 2018, 18, 19, 20, enfin, donc tout ça, c'est plusieurs années. Avec d'autres choses aussi entre-temps, hein, mais bon, je n'étais pas occupée uniquement par cette histoire, mais bon, voilà. Moi, je voudrais savoir une question importante. Est-ce que c'est votre premier livre? Non. Non, c'est pas mon premier livre. Non, c'est le 4e. Est-ce qu'il y en a eu d'autres après? Depuis? Non. Non, J'espère qu'il y en aura. Faut lire, ouais, c'est ça. Ouais, et il ne faut pas attendre les prochaines sécheresses, quoi. Alors les autres, comment étaient-ils nés? Enfin, un petit peu, Oh là là. rapidement, hein, Oui. peut-être, un exemple. Bah, le premier, je crois que ça s'appelait La Toile. Enfin, c'est toujours un peu des microcosmes. Hein, je me retrouve souvent sur une île ou dans une maison, ou quelque chose comme ça, d'un univers clos, avec une certaine totalité, comme ça. Bon. Alors, La Toile, le premier, c'est une histoire de peinture, comme son nom l'indique, mais pas seulement, une histoire de famille. C'est vraiment la question des liens familiaux. Je l'ai écrit à un moment où j'avais envie de... j'ai fait